Bonjour et bienvenue à l'actualité de ce lundi. On va évidemment parler d'une polémique qui n'est plus une actualité puisque le président de la République et le Premier ministre ont clairement indiqué qu'il n'y aurait pas de réforme du statut de la fonction publique des fonctionnaires. En attendant, c'est un sujet, même si la polémique a été enterrée par le président de la République et le Premier ministre et l'auteur lui-même de la petite phrase de départ qui était totalement off, qui n'aurait jamais dû être rendue publique comme ça se fait couramment entre les responsables politiques et des chefs d'entreprise, des journalistes ou alors des élus. Donc voilà, il a dit qu'il n'y avait pas de réforme prévue. Mais quand même, c'est un sujet qui mérite d'être évoqué. On va en parler. On va évoquer aussi le fait que Moody's a dégradé la France. Je lis sur les réseaux sociaux, notamment Twitter, depuis plusieurs heures, que on a été interdit d'en parler, que c'était un sujet qu'il ne faut pas évoquer, que visiblement nous agisserions sur ordre en évoquant de parler de cette décision de nous passer de AA1 à AA2. Et puis la Fed n'a pas bougé. Et cette fois-ci, le fait que la Fed ne bouge pas, ça inquiète tout le monde. Charles Gave, bonjour. Et bonjour. Vous êtes économiste, président de GAFCAL Research, président de l'Institut des libertés. Vous avez écrit de nombreux ouvrages, L'État est mort, vive l'État chez Bourrin Éditeur, ou Libéral mais non coupable également chez Bourrin Éditeur. Et puis il y avait les fameux lions emmenés par des ânes. Les lions étant, vous l'avez compris, les agents économiques et les ânes étant ceux qui généralement prennent des décisions au plus haut niveau de l'État. Et Gilles Legendre, bonjour. Bonjour à tous. Fondateur d'Explora et compagnie, agence d'intelligence de communication stratégique. Avant de rentrer sur le sujet, faut-il ou pas penser à une réforme de l'État global avec un statut qui évoluerait, statut dont la première mouture date de 1941, qui sera considéré comme nul à la sortie de la guerre, puis réécrit en 46, puis modifié en 58, puis véritablement sanctuarisé par une loi, enfin un texte en 1983 sous François Mitterrand par Anicet Le Pors, qui était ministre de la fonction publique. C'est le texte qui régit aujourd'hui le statut des 5,5 millions de fonctionnaires. Est-ce que vous comprenez, Gilles, à quoi joue Emmanuel Macron? Est-ce que c'est de l'amusement, de la maladresse? Est-ce qu'il teste des ballons d'essai? J'ai un peu du mal à m'y retrouver. Quand on fait la liste de tous les sujets... Je ne suis pas dans la tête d'Emmanuel Macron, bien sûr, sans quoi je serais probablement très riche et beaucoup plus intelligent que je ne suis. Non, je pense que on peut lui prêter d'abord une forme de sincérité. C'est-à-dire qu'il dit tout haut ou tout bas, en l'espèce tout bas c'était off the record, ce qu'il pense et ce qu'il pense sincèrement. De ce point de vue-là, il brouille les codes politiques. Il y en a beaucoup politiquement qui vous disent ce qu'ils pensent et c'est quelquefois le contraire de ce qu'ils disent. Il n'est pas de la meute. Il ne fait pas partie de la meute, il a donc un langage qui tranche, qui est en rupture, qui est iconoclaste. Je ne pense pas qu'il fasse de la provocation pour faire de la provocation, il dit ce qu'il pense. Derrière ça, est-ce qu'il y a un calcul politique? Et ce calcul politique pourrait être le suivant. Nous voyons bien qu'aujourd'hui, le système politique est en train d'exploser. Il est en train d'exploser à gauche, ça se voit plus parce que la gauche est au pouvoir. Il est en train d'exploser à droite, cela se voit moins parce que la droite est dans l'opposition. Mais dans les deux cas, on voit bien que les valeurs, les codes, les rites qui ont fait fonctionner le système politique en France depuis près de 50 ans, 60 ans, est en train d'aboutir à une impasse, un bout de souffle. Et l'on voit bien que si un jour, le système explose pour de bon et que nous sommes obligés de le reconstruire, il se reconstruira autour d'un vaste corps central englobant la droite de la gauche de la droite, et pouvant faire et constituer une sorte de majorité d'idées, expression chère à la Ve République commençante, mais qui pourrait évidemment avoir une valeur. Et dans ce corps central, Macron aurait évidemment toute sa place, et l'idée qu'il ait pu anticiper sur ce que serait le contenu politique de ce corps central pourrait être une forme pour lui d'engagement politique intéressant et structurant. Je lui prête peut-être plus qu'il n'en veut ou qu'il n'en dit, mais néanmoins cette idée de la recomposition, de la reconstitution soutenue par les Français. Sur les sujets de la fonction publique, les Français sont ambigus. Ils rêvent que leurs enfants soient fonctionnaires, mais quand on les interroge sur la nécessité de réformer le système de la fonction publique, ils votent oui à une écrasante majorité. Là, il y a 15 jours, l'actualité était sur la réforme du droit social. 75% des Français sont pour la réforme du droit social et, plus étonnant, 65% des électeurs de gauche. Donc, d'une certaine façon, une fois de plus, l'opinion est en avance sur le corps politique.
Quand est-ce que le corps politique va basculer dans une autre logique, dans un autre système? Ça, c'est la grande incertitude et la grande variable. Bon, Charles Gave, selon vous, est-ce que le statut de fonctionnaire en France est un obstacle à la croissance, est un obstacle à la compétitivité du pays? Et faut-il, pour reprendre là le fond du sujet, s'attaquer à une réforme du statut de la fonction publique, à votre avis? Est-ce qu'on peut faire un pas en arrière comme d'habitude? Vous avez le droit de faire des pas en arrière, en avant, mais de me dire ce que vous pensez, comme Macron visiblement ose le faire dans des propos off qui finissent de plus en plus souvent on. Ça pourrait faire un débat de journalistes, ça, hein. Le off existe-t-il toujours? Vous savez, je suis un vieux marxiste, moi, comme vous le savez. Oui, bien sûr. Marx a une idée assez forte qu'il a piquée à Ricardo, que l'infrastructure économique détermine la structure politique. C'est-à-dire que la façon dont le système de production est organisé détermine qui sera au pouvoir de l'autre côté, au pouvoir politique. Pendant tout le 19e, nous avons eu des structures pyramidales, d'énormes sociétés pyramidales organisées comme l'armée avec un chef, etc. L'économie mondiale est en train d'aller à toute allure vers des structures extraordinairement souples, changeantes et complètement horizontales. Nous restons donc nous sommes en train de développer des économies complètement horizontales, des structures qui ne sont pas durables, etc. Et de l'autre côté, nous gardons la structure marxiste de l'État pyramidal. C'est une contradiction absolument invraisemblable et cette contradiction va sauter. Il va falloir que l'État français fasse ce qu'a fait l'État suédois, par exemple, passe à une structure horizontale. Et puis si on le fait pas, on ira de faillite en faillite et de baisse en baisse. Si on était incapable de passer... Charles Gave, ça signifierait quoi en termes de réforme? Ça signifierait qu'on commencerait à parler de carrière, de métier, avec des contrats de fonction publique. En Suède, 80% des agents de l'État sont contractuels. Vous ferez ça, et puis il y a une série de fonctions aussi dans lesquelles l'État n'a rien à faire. Prenons par exemple quelque chose qui me tient beaucoup à cœur, l'éducation. Il est évident que l'éducation doit être payée, que tous les enfants doivent être éduqués de la même façon et que cette éducation doit être de qualité et payée par les impôts. Doit-elle être délivrée par des fonctionnaires? C'est une troisième question. Il faudrait peut-être poser la question aux Français, comme on l'a posé aux Suédois. Qu'est-ce que vous préférez? Est-ce que vous préférez que l'éducation, qui sera gratuite et payée par les impôts, soit exercée par des fonctionnaires ou par des gens qui prennent le risque, en faisant des écoles de qualité, d'avoir de la croissance, ou en faisant des écoles de mauvaise qualité, d'être virés? C'est une question à laquelle il va falloir que les Français se répondent. Il y a des tas de fonctions aujourd'hui que l'État exerce, qui peuvent être exercées tout en ayant le financement de l'État par quelqu'un d'autre. Alors effectivement, c'est ce qui s'est passé notamment dans des réformes de l'éducation nationale en Scandinavie, où la plupart des enseignants sont des contractuels et ne sont pas des fonctionnaires. On rappelle que les missions régaliennes sont connues, militaires, éventuellement policiers, les magistrats et la diplomatie. Pas éventuellement policiers. Oui. Alors, continuons sur ce qu'on pourrait imaginer, parce que c'est toujours la même chose. Il y a 20% de la population active qui est fonctionnaire, il y a 5,5 millions de fonctionnaires. On ne peut pas d'un trait net casser un système qu'on a installé depuis maintenant l'après-guerre. Ça n'est pas possible. C'est comme une rente de taxi. Ça se négocie, ça s'échange, ça s'étale dans le temps. Sauf si Uber arrive. La rente de taxi, quand Uber arrive, elle tombe. Hein. Elle n'est pas tombée encore. Bon, mais on est bien ennuyé parce que rien n'a été anticipé. Alors, est-ce que Uber va arriver dans l'éducation et va effectivement... Bon, allons-y. Mais il arrive dans l'éducation. Oui, je vois ce que vous voulez dire. Vous pensez au MOC. Oui. On ne peut pas casser le système. Et Charles Gave, je trouve, a magnifiquement décrit la problématique. Vous avez, dans le secteur privé, au sens très large, un mouvement qu'il n'est pas abusif de dire la fin du salariat traditionnel. Alors, je prends beaucoup de précautions parce que il y a encore une majorité de gens... Prémices, on va dire les prémices 2. Les prémices 2. Et les prémices d'une mutation, oui, c'est vrai. Mais il y a le statut du salarié, qui en reste encore largement dominant, mais il y a la situation du salarié qui est évaluée, et à qui on demande une réactivité, une autonomie, une responsabilité croissante, même dans des postes à faible qualification ou à qualification modeste. Ça n'est pas uniquement le statut qu'il faut regarder, c'est-à-dire notamment la fragilité de l'emploi qui est manifeste et cruelle dans notre pays. Il y a aussi ce qu'on exige de lui dans ses comportements, dans son fonctionnement, dans sa tête. Et ça, aujourd'hui, toutes les entreprises, petites, moyennes ou grandes, sont engagées dans des transformations radicales sur ce plan-là, qui ne vont pas de soi, je vous prie de croire. Hein. C'est pas facile, mais le mouvement est là. Et puis vous auriez, parce que je pense que ça n'est pas tenable, un secteur public non pas protégé au sens statutaire, mais ici protégé au sens des adaptations qu'il doit introduire dans le système. Encore une fois, la question du statut est fondamentale puisqu'elle, dans le public,
ce statut est régi par des lois, par des règlements. Mais je pense que ce qui compte encore plus, c'est la question des comportements, du rapport au travail. Au moment où un salarié public ou privé fait un acte de production, qu'est-ce qu'il y met en termes d'engagement, de valeur, d'épanouissement, de motivation, et qu'est-ce que le système qu'il emploie est capable de lui donner en termes de reconnaissance en retour. Et aujourd'hui, le fossé n'a jamais été aussi important. Le problème, c'est que le système privé en France, tel qu'il est perçu, notamment par le public, est encore largement répulsif. Il est répulsif parce qu'il génère 5 millions et demi de travailleurs n'ayant pas l'emploi qu'ils voudraient et 3 millions et demi de chômeurs vrais, purs et durs, et que évidemment cette verrue de l'économie française portée par le privé est absolument paniquante pour le secteur public. Donc si on rentre dans la réforme du statut de la fonction publique par la question de la sécurité de l'emploi, on n'y arrivera pas. En revanche, si on y rentre par la question de l'efficacité du système public, alors là, on a une petite chance de faire bouger les choses. Pourquoi? Parce que les fonctionnaires, au sens large, savent parfaitement que le système ne fonctionne pas ou qu'il ne fonctionne pas bien. Et si on leur promet une organisation, un fonctionnement qui leur permet d'être garantis de vivre dans un écosystème, pour parler de façon un peu pédante, mais dans un environnement dont l'efficacité du service rendu est le principal objectif, alors là, on pourra faire beaucoup. Mais donc, selon vous, Gilles Legendre, la notion d'emploi à vie, qui quand même aujourd'hui est un peu anachronique, le lien entre le fait d'avoir une garantie de l'emploi et assurer une mission de service public, c'est pas quelque chose qui crève les yeux, c'est une porte fermée. Non, c'est pas une porte fermée, mais je pense que c'est pas la première porte qu'il faut ouvrir. On commence par quoi, Charles Gave? On commence déjà par arrêter de mettre sous statut de fonctionnaire ceux qui arrivent dans la fonction publique. Non, je crois partant du principe que ceux qui y sont entrés par le passé sont de toute façon inaliénables dans leur statut. Oui, je crois qu'il faut d'abord commencer par redonner envie aux gens qui sont dans la fonction publique, l'envie de ne pas y rester parce que ce qui est à l'extérieur est plus intéressant. Je veux dire par là, je suis persuadé que la quasi-totalité des professeurs aujourd'hui sont extrêmement malheureux. Malheureux de la façon dont ils exercent leur métier, parce qu'ils ne peuvent pas le faire convenablement, etc. S'ils pouvaient avoir des écoles qui, à la limite, les paieraient mieux, avec un petit accroissement du risque s'ils ne sont pas bons, et qui leur permettraient d'exercer leur talent d'enseignant et leur métier, qui est le plus beau métier du monde, tranquillement, dans un endroit où ils ne seraient pas embêtés par toute une fonction publique qui les martyrise. Et ce qu'il faut dire, c'est que la fonction publique aujourd'hui dans l'enseignement est complètement sous la domination d'un certain nombre de syndicats. Les carrières sont faites par les syndicats. C'est pas fait par c'est pas fait. Donc, vous devez redonner vie aux gens. Ce qui s'est passé en Suède, c'est que les mauvais professeurs sont restés dans la fonction publique et les écoles ont été fermées parce qu'elles étaient mauvaises. Et les bons professeurs ont été se faire embaucher dans les nouvelles écoles et ils sont heureux comme des poissons dans l'eau. D'accord, Charles Gave. Il y a un petit problème là. Gilles Legendre. Enfin, si je peux me permettre. Mais bien sûr, on est là pour discuter. Non, mais l'idée de la respiration, et pas simplement pour les profs, entre le secteur public et le secteur privé, alors ça, je vote à 100%, mais ce n'est pas valable que pour les professeurs. L'idée qu'il y ait à l'entrée et à la sortie d'un système public des possibilités de mouvement, je pense que c'est fondamental. Et que les profs puissent avoir envie d'aller pendant un temps donné exercer une autre forme de compétence, une autre forme de métier dans d'autres cénacles. Mais si vous considérez qu'il y aurait une possibilité des profs à sortir du système uniquement parce que le système est effroyable et pour aller voir ailleurs un système plus favorable, il y a un vrai problème conceptuel. Ça veut dire que vous laissez le système effroyable perdurer, vous organisez juste la sortie de ceux qui... Non, je considère simplement que le système est effroyable pour des raisons qu'on a parfaitement... Effroyable, il faut peut-être qu'on nuance. C'est moi-même. Non, mais vous savez, vous avez un des grands professeurs français qui a écrit un livre qui s'appelle La fabrique des crétins, qui est pour parler de l'éducation nationale. Et donc, aujourd'hui, je suis persuadé que la quasi-totalité des Français sont persuadés que leur système d'éducation n'est plus juste, que si vous n'êtes pas Henri IV, vous n'avez aucune chance, et que, j'exagère, mais, et donc, ce qu'il faut, c'est commencer la réforme à un endroit où auquel les Français sont très attachés,
l'éducation de leurs enfants. Je suis d'accord. Donc, si vous voulez, à partir du moment où vous aurez réformé l'éducation, vous aurez réformé la France. La réformer, c'est pas sortir les profs du système parce que le système. C'est eux qui sortent volontairement. Non, il faut les autoriser à sortir volontairement. Je ne sais pas quel serait le mouvement de volontariat auquel on pourrait s'attendre avec ce type de proposition. Attendez, moi je pense... Et puis je ne vois pas, après derrière, comment est-ce que vous conservez ce que vous aviez visiblement l'intention de sanctuariser, le fait que l'accès à l'école soit payé par la dépense publique pour l'ensemble. Vous donnez un voucher, vous donnez simplement un ticket. Chaque enfant coûte tant, vous le présentez à l'école de votre choix, vous créez un marché. L'enseignement libre fonctionne sur ce système-là. Il est financé sur l'impôt et il a une autonomie modérée. Et vous avez 3 ans d'attente. Vous avez 3 ans d'attente pour entrer dans les écoles privées. Attendez, là, on est au cœur du sujet. Encore une fois, qu'il puisse y avoir des mouvements à tous les niveaux, mais c'est vrai aussi pour la politique, c'est vrai aussi pour les députés, les sénateurs, entre le public et le privé. On arrête de fonctionner dans notre chère France avec un système en permanence dual qui oppose constamment le privé et le public. Oui, en revanche, on ne peut pas uniquement utiliser cette respiration pour donner de l'air à des gens qui n'en peuvent plus dans un système qui ne se réforme pas. Il faut que le système se réforme, pour l'éducation comme pour les autres. Il peut se réformer sur 2 principes qui sont l'efficacité. On est absolument certain, et Charles a raison de le souligner, que le système aujourd'hui est en rendement décroissant, c'est-à-dire qu'il engloutit de plus en plus d'argent pour des résultats qualitatifs et quantitatifs de moins en moins importants. Et une deuxième valeur, parce que ça, si vous y touchez, vous touchez aux fondamentaux de ce qui fait l'histoire et la culture française, qui est la justice. Ben évidemment, l'enseignement aujourd'hui n'est plus juste. L'enseignement n'est plus juste. Il est injuste. C'est le 5e arrondissement, vous avez Henri IV, vous avez quand même de fortes chances pour que votre gamin fasse des belles études. Vous êtes dans un autre coin de Paris, vous avez une forte chance pour qu'il ne fasse que des études moyennes. Ce système-là est profondément injuste. Je voudrais faire une petite remarque rapidement ici. Il faut le réformer. On a 30 secondes avant de marquer une pause, Charles Gave, allez-y. Dans un débat ici avec Christian Saint-Etienne, on avait émis l'idée que la seule réforme à faire en France, c'était de rendre le fonctionnaire inéligible. C'est-à-dire qu'il peut être élu, J'allais y venir. mais vous ne pouvez pas le maintenir, il ne peut pas rester dans la fonction publique. Vous ne pouvez pas réformer un système où 70% des gens qui sont élus sont favorables aux fonctionnaires. Si vous aviez une chambre faite de garçons coiffeurs, ils prendraient des mesures favorables aux garçons coiffeurs. Nous avons une chambre de fonctionnaires. Vous ne pouvez pas réformer la France tant que cet état de fait existe. Alors, c'est exactement la dernière question que j'allais vous poser. On la posera juste après brièvement. On évoquera un peu de macro avec la Fed et Moody's, mais oui, effectivement, on a presque 2 élus sur 3 qui dépendent de la dépense publique. Et faut-il faire comme chez les Britanniques, c'est-à-dire imposer à un fonctionnaire qui postule par exemple la députation de démissionner. Alors, chez les Anglais, on démissionne dès qu'on est candidat. On pourrait imaginer qu'en France, on démissionne si on est élu, mais donc on démissionne de la fonction publique. Et à ce moment-là, on commence déjà par un clearing de la représentation nationale avant d'imaginer ce qui pourrait venir derrière. On en parle dans un instant, à tout de suite. Débat et controverse sur BFM Business. Nicolas Dose accueille les experts. Et Charles Gave est économiste, il est président de GAFCAL Research et président de l'Institut des Libertés. Et Gilles Legendre, fondateur d'Explora et compagnie, agence d'intelligence, de communication stratégique. On va rapidement refermer le sujet de la fonction publique, qui encore une fois est devenu un non-sujet, puisque le président comme le Premier ministre ont botté en touche. Il y a la réaction de Jacques qui m'écrit: je pense que la réforme de l'État ne peut commencer que par le haut, à savoir la réforme, voire la suppression des grands corps de l'État. Il y a Alain, qui est fonctionnaire et qui est enseignant à l'université. Cet avantage est payé bien plus cher que vous ne semblez le croire, écrit-il. À diplôme, poste, responsabilité et expérience équivalent, ma rémunération est bien moindre que ce que je peux gagner dans le cadre du privé. Et pourtant, j'ai pas l'impression de travailler moins. On n'a pas dit le contraire. Et les étudiants que je forme, eux, vont créer de la richesse dans le secteur privé et vous verrez qu'ils vont rapidement gagner plus que notre enviable statut nous le permet. On est complètement d'accord. Je termine juste, oui, Gilles, vous allez réagir. Sylvain m'écrit: pensez-vous que l'on peut avoir un inspecteur des impôts qui contrôle une boîte puis qui s'y fait embaucher, écrit-il. Enfin, Nicolas, pourquoi ne pas leur proposer un départ anticipé de la fonction publique avec une indemnité de départ? Voilà quelques-unes des réactions que j'ai pu avoir, mais je les ai pas toutes lues. Oui, Gilles. Non, mais c'est le sujet passionnel par excellence. On vit dans un pays qui, depuis une longue époque, pour le meilleur, quand il s'agissait de Colbert et de un certain nombre de très on peut en discuter de Colbert, hein. Vit sous la culture d'un État tout puissant et dominant. Le système va forcément se réformer. Quand? On ne sait pas. Comment? On ne sait pas. Moi, je fais le pari que la vraie question, ça sera celle de l'efficacité. Pourquoi? Parce que aujourd'hui,
dans le secteur privé, dans les prestations, les produits et les services, le consommateur est en train de prendre le pouvoir. C'est juste. Le consommateur va prendre aussi le pouvoir sur le secteur public. Je ne sais pas, Nicolas, si vous avez assisté récemment à des réunions de parents d'élèves. Ça m'arrive. Moi, ce qui me frappe, malheureusement, ce sont déjà des vieux souvenirs, mais déjà, il y a quelques années, j'étais sidéré de voir comment le consumérisme était en train d'envahir la relation maître-professeur, parent d'élèves, avec une logique qui, d'ailleurs, tournait parfois à des situations extrêmement agressives. Aujourd'hui, le consommateur, l'usager français est ambivalent, c'est-à-dire qu'il aurait la trouille qu'on réforme trop le statut de la fonction publique parce que c'est un filet dont il se dit qu'il joue un rôle pour équilibrer la dureté du secteur privé, mais en tant que consommateur, il sait que le service n'est pas à la hauteur de ce qu'il peut attendre et de ce qu'il paye. Charles Gavalizi, on va refermer la séquence fonction publique. Vous avez en France, d'après toutes les études internationales, 50% de fonctionnaires de plus pour 10 000 habitants qu'en Allemagne. C'est un droit constitutionnel des Français d'avoir 50% de fonctionnaires si l'équilibre de leur société l'exige. Ça, je ne vois aucun inconvénient personnellement. Mais ils ne peuvent pas avoir un taux de change fixe avec l'Allemagne. Vous pouvez avoir 50% de fonctionnaires de plus, mais comme ils ne produisent rien pour l'exportation, automatiquement, ça vous fait un commerce extérieur qui est totalement déséquilibré en faveur de l'Allemagne. Donc les Français ont le droit d'avoir 50% de fonctionnaires de plus. Si c'est comme ça que le contrat social français se respecte, ça ne me gêne pas. Mais on ne peut pas avoir un taux de change fixe avec l'Allemagne. Ce qui veut dire que si l'on ne peut pas avoir un taux de change fixe avec l'Allemagne, il va falloir choisir. Choisir quoi? Soit l'un, soit l'autre. Non mais choisir quoi pour ne plus avoir un taux de change fixe avec l'Allemagne, Charles Gave? Qu'est-ce que ça signifie? Aller au bout de votre idée? Ça suffit simplement, j'ai toujours dit que l'euro amènerait la fin de l'Europe. L'euro allait tuer l'Europe. Pour terminer là-dessus, Gilles Legendre, on va pas ouvrir le débat sur l'euro maintenant, on aura l'occasion d'y revenir sans doute. Dans un avenir j'ai l'impression prochain avec l'Italie. Avec l'Italie. Bon, on va dire un mot là. Il y a la fête, tout ça. Ça arrive. Quelqu'un disait dans mes auditeurs, la réforme par le haut. Est-ce que le début de la réforme de la fonction publique, ce n'est pas d'imposer à un candidat à la députation ou à la sénatoriale de renoncer à la fonction publique définitivement en cas d'élection? Bien sûr. Alors, allez, Charles nous l'a dit et il en a la conviction. Qu'en pensez-vous, Gilles? Le fait que les assemblées soient dominées par des fonctionnaires est un fait. Et ça, c'est extrêmement nuisible au fonctionnement de la démocratie. Est-ce qu'il faut interdire à des élus de rester dans la fonction publique, y renoncer définitivement, ou est-ce qu'il faut faire en sorte que des gens venant du privé puissent retrouver leur carrière au moment où ils perdent leur mandat? Je ne sais pas trop. Je crains que là, on agite la fausse bonne idée, c'est-à-dire elle existe dans toutes les grandes démocraties, la fausse bonne idée. Le truc qui claque bien, mais qui ne passera pas. Elle existe en Suisse, elle existe aux États-Unis, elle existe en Angleterre. C'est la seule condition de la démocratie, c'est que celui qui fait les lois, vous avez raison. Celui ne peut pas les appliquer. Moi, je pense, mais je suis peut-être trop angélique et peut-être trop naïf, je pense que toute réforme de la fonction publique qui passera par une sorte de stigmatisation des fonctionnaires et de la fonction publique est vouée à l'échec. C'est pour ça que moi je cherche d'autres ressorts. D'autres ressorts, c'est l'efficacité du système, parce que peu ou prou, ils savent qu'il n'est pas efficace et qui peut être heureux dans un système inefficace. Et deuxièmement, l'épanouissement des personnes. Non mais attendez une seconde, il n'est pas question de stigmatiser qui que ce soit. La seule chose qui existe, c'est que c'est un système injuste. Celui qui est dans le privé, se présente, qui est élu, qui est battu à la fin d'après, il a tout perdu. Celui qui ira dans la fonction publique, Monsieur Juppé par exemple, la première décision qu'il a prise quand il était Premier ministre, c'est qu'il s'est collé à la retraite d'inspecteur des finances, qui touche grassement, alors qu'il était Premier ministre, président, etc. Donc si vous voulez, il y a un système qui est fait par les fonctionnaires, à l'avantage des fonctionnaires, et qui est profondément injuste. Il faut rétablir la justice sociale en France. On ne réformera pas le système en commençant par ce genre de mesures. Elles viendront après. Elles coûtent rien. Mais il y a un effet psychologique. Faisons-leur du mal à ces pauvres gens, ils souffrent tellement. C'est là où on n'est pas d'accord. La Grande-Bretagne a 621 élus, un quart sont des chefs d'entreprise, 14% sont des cadres du privé, 9% viennent de la fonction publique. Il y a 218 professions représentées dans le Parlement britannique, il y en a 39 à l'Assemblée nationale. Bon, il y a des vraies différences. Allons-y maintenant sur des nouvelles plus macro. La Fed n'a pas touché à ses taux d'intérêt, Charles Gave. Ça inquiète. Paris a perdu 2,6% vendredi. L'euro est remonté parce que le dollar a baissé. Alors on se demande si un jour elle les remontera.
On se demande où ça va. Quel est le message que vous avez compris dans cette décision de politique monétaire où on a préparé le marché pendant des mois à la perspective qu'à la sortie de l'été, il y aurait une remontée de taux. Et puis il n'y a pas de remontée de taux. Alors qu'il y a 5% de chômage. Alors on va flirter avec les 3% de croissance, en tout cas sur le deuxième trimestre. Vous plaisantez? On est si vous prenez en rythme annuel sur le deuxième trimestre, on est à 2,7. Ça fait grosso modo, 6 ans que vous avez chaque fois en début d'année des prévisions faites par la Fed sur la croissance cette année et l'année prochaine, et l'année suivante. Chaque année, ils nous annoncent que le décollage est imminent, qu'on va passer à 4% de croissance. Chaque année, nous terminons entre 2 et 2,2%. Je vous signale que le chiffre du PIB auquel vous faites allusion, c'est pas les chiffres de la demande interne. Les chiffres de la demande interne, c'était 0,1. La production industrielle est en baisse depuis 9 mois. Le taux de participation des gens à l'emploi aujourd'hui est au plus bas depuis 1958. C'est-à-dire qu'ils ont simplement sorti des statistiques du chômage. D'accord, ça c'est vrai. Des gens qui, soi-disant, ne veulent plus travailler, et ils incluent dans les statistiques de l'emploi les gens qui ont travaillé 1 heure par semaine. Donc vous avez une manipulation statistique. La réalité, c'est que les États-Unis croissent depuis 6 ans, de 2% par an. Ça fait 6 ans que le Fed se plante de 50% dans toutes ses prévisions chaque année, et vous ne pouvez pas faire fonctionner un système capitaliste sans un coût d'intérêt normal, un coût du capital normal, et un taux de change normal. Ça fait des années que les banques centrales manipulent les taux d'intérêt, les taux de change, en nous expliquant qu'elles ont la solution. Ce qui crée la croissance, ce n'est pas des faux prix, c'est la destruction créatrice. Nous sommes en face d'une église qui a pris le pouvoir, qui s'appelle l'église keynésienne. Et cette église keynésienne s'imagine qu'en créant la dépense publique et en procédant à ce qu'ils appellent à l'euthanasie du rentier, c'est-à-dire des taux d'intérêt à 0, ou un négatif, vont créer de la croissance. La réalité, si vous voulez, c'est que je rentre de Hollande où il y a d'énormes systèmes de pension, ils sont tous affolés parce que ce système des taux d'intérêt à 0, c'est foutre en l'air tous les systèmes d'épargne, toutes les compagnies d'assurance et foutre en l'air tous les retraités, à terme. Et s'imaginer que quelque chose qui est dramatiquement mauvais à long terme va amener des effets positifs à court terme est une imbécilité logique. La somme des courts termes, c'est le long terme. Et donc ce que j'essaie simplement de dire, ça fait 6 ans que la Fed fait n'importe quoi, ça fait 6 ans qu'elle se trompe, elle est en train de se rendre compte qu'elle va se planter de façon abominable, et elle est affolée. La remontée des taux est donc impossible. Vous expliquez que les taux zéro ont tué la notion de prix, la notion de taux, et que ça a complètement foutu le bazar sur l'ensemble du marché. Il faut remonter. Ce que devrait faire la Fed, c'est tout simple, elle devrait monter les taux à 3%, vite fait, et doubler le QI. Et vous savez très très bien ce qui se passe. Et doubler la quantité de monnaie dans le système, parce que ce qui se passe aujourd'hui, c'est que la Fed crée de l'argent, cet argent va dans les banques, et les banques le replacent immédiatement à la Fed. C'est-à-dire qu'il n'y a aucune circulation de l'argent. La vélocité de la monnaie s'effondre, et avec elle l'économie. Et ça se passe dans le monde entier. Si vous avez un écroulement du commerce international aujourd'hui, c'est à cause des taux zéro. Parce que simplement, l'argent ne sort plus des États-Unis. Il reste dans les banques américaines, parqué à la Fed. Mais c'est d'une imbécilité foudroyante ce qu'ils ont fait. Si vous remontez les taux, vous savez automatiquement que vous allez avoir une fuite de capitaux immédiate, notamment des pays émergents qui ont été nourris au dollar. Et à ce moment-là, vous savez que vous avez probablement des collapses dans certaines zones du monde. C'est pour ça qu'il faut faire à l'heure actuelle, par exemple, il faudrait faire ce que j'appelle un nouveau QE, ou faire des swaps, comme l'avait fait M. Volcker, qui était le dernier grand banquier central dans l'histoire, en 1985, quand il avait fait les accords du Plaza. Il avait dit, écoutez les gars, je vais monter les taux, ça va vous faire sauter, mais pour éviter de vous faire sauter, moi je vais vous prêter des dollars en attendant que les choses se calment. Et donc c'est pas difficile. Il ne faut pas imaginer une seconde que la situation est difficile. Nous avons des gens incompétents qui ont une idéologie qui est fausse. On est en train de recréer l'Union soviétique, comme je l'ai dit 10 fois ici, un système sans prix de marché, sans taux d'intérêt, etc., en s'imaginant que l'État crée de la valeur. L'État doit créer les conditions pour que la valeur soit créée. Mais certainement, il crée. Monsieur Bernanke n'est pas incompétent, Madame Yellen n'est pas incompétente, Mario Draghi n'est pas incompétent. Ils ont quand même tiré les leçons de l'histoire où on a vu qu'il y avait une terrible vague déflationniste dans les années 30 qui nous avait conduit à la Seconde Guerre mondiale. Et c'est justement l'idée d'éviter de reproduire. Est-ce que vous savez que la base monétaire mondiale, alors c'est l'argent banque centrale, la base monétaire. La base monétaire, c'est l'argent banque centrale. Elle a doublé pendant les années 30. Ça n'a rien empêché du tout. On avait des taux d'intérêt zéro. Ça n'a rien empêché du tout. On avait des taux d'intérêt zéro dans les années 30. Bien sûr, il y a même eu des bons du Trésor à 3 mois négatifs. Certains mois, tellement les gens avaient peur. Donc là, s'imaginer que imprimer de l'argent est la solution, mais ciel, pourquoi ne le fait-on pas plus? La Chine l'a essayé, la France l'a essayé, l'Allemagne l'a essayé dans les années Weimar, ça ne crée rien du tout.
Et c'est ce qui explique, selon vous, tous les problèmes que nous rencontrons, notamment depuis ces dernières semaines, et qui se concrétisent à la fois en Chine et dans des pays émergents. Vous avez deux sortes d'économistes. Ceux qui vous présentent les solutions, qui sont toujours là en train d'essayer d'expliquer que l'État doit faire plus ou doit faire différemment, etc. Et ceux qui ont expliqué ce qui allait se passer si ce qu'on faisait avait lieu. Il y a 6 ans, quand il y a eu les taux d'intérêt zéro, j'ai publié toute une série d'études qui sont dans le domaine public, je vais pas en avoir honte, dans lesquelles j'avais dit que le taux d'intérêt zéro, c'était un impôt sur les pauvres qui était prélevé au profit des riches, que ça allait amener à une baisse de la productivité monstrueuse, que ça allait amener à une baisse des taux de croissance économique. Et donc, ce que j'ai dit il y a 6 ans, c'est absolument passé. Donc, je ne vois pas pourquoi on continue à écouter des crétins qui vous expliquent que si on baisse les taux, la croissance va diminuer. Quand les taux sont à leur niveau normal, les seuls qui ont accès au capital, c'est ceux qui ont une rentabilité suffisante. Et à ce moment-là, l'investissement se produit. Et les autres n'y ont pas accès. Ce qui se passe aujourd'hui, c'est que vous n'avez pas une rentabilité suffisante, vous empruntez et vous faites des effets de levier sur des trucs qui ont un cash flow positif. Mais ça ne crée aucune valeur. On n'a jamais créé de la valeur en créant de la monnaie. On n'a jamais créé de la valeur en créant de la monnaie. Ça, je suis d'accord. Jamais. Et on n'a jamais créé de la valeur en amenant du levier dans le système. On a visiblement des banquiers centraux incompétents. Oui, tout à fait. Qui nous emmènent droit dans le mur. Tout à fait. Bon. D'ailleurs, il n'y a qu'à voir l'euro. Ça a été créé par des banquiers centraux. Hein. Monsieur Delors était le banquier de la Banque de France. Ça a été créé par des politiques. Oui, ça a été quand même eu un choix politique. L'euro a été un choix politique qui a été très largement imposé par François Mitterrand à Helmut Kohl à l'époque, en échange du soutien de la France. Mais c'était une idée de Delors qui venait de la Banque de France. Hein. Non, oui, non. C'est quand même François Mitterrand qui enlève le marque à Helmut Kohl en échange du soutien de la France face à Margaret Thatcher qui s'opposait à la réunification. Et Monsieur Trichet l'a imposé, réimposé, réimposé. Non, c'est inexact. Moi, je me souviens, j'étais journaliste à l'époque, je me souviens d'un entretien avec Jean-Claude Trichet, 1 an avant qu'on arrête la liste définitive des pays qui feraient partie du premier paquet de l'euro, et qui me disait, droit dans les yeux, l'Italie n'en sera jamais. Et les politiques ont tordu le poignet des banquiers centraux. Enfin, avant de faire réagir Gilles, juste un truc, Charles Gave. On a eu 2 banquiers centraux qui ont mené des politiques très différentes en Europe. Il y a eu Jean-Claude Trichet et a suivi Mario Draghi. Est-ce qu'il y en a un qui a eu raison de faire, dans les choix de politique monétaire qu'il a pu prendre, qui a eu raison sur quelque chose? C'est une question philosophique. J'ai l'impression que vous allez me dire que tout le monde a tort sur tout. Non. En l'occurrence, monsieur Trichet décide de remonter les taux à un moment où tout le monde lui dit c'est une catastrophe. On est en 2011. Et il y avait une forme de consensus sur le fait qu'il fallait pas les monter. Et là, vous êtes en train de me dire, alors que évidemment la reprise n'est pas aussi robuste qu'on l'espérerait, et elle est même bien plus faible qu'on ne le croit d'après ce que vous nous décrivez sur les États-Unis, il faut aller à 3%. Mais non, il faut ramener. Et c'est pas ce que j'essaie de dire. Peut-être, monsieur, Non, vous êtes très mal exprimé. J'ai très bien compris. C'est que, en ce qui concerne l'euro, c'est un système qui ne peut pas fonctionner puisque vous ne pouvez pas maintenir dans un taux de change fixe des gens qui ont des productivités différentes sans qu'il y ait des transferts sociaux gigantesques. On voit que ça pose des problèmes et que ces transferts n'existent pas et que la zone monétaire n'est pas optimale. Ok. Bon, ce point est donc ils peuvent mettre les taux d'intérêt où ils veulent. Ils seront soit trop hauts pour certains pays, soit trop bas pour d'autres. C'est l'évidence. Donc, si vous voulez, c'est une discussion qui n'a pas beaucoup d'intérêt puisqu'on ne peut pas demander comment faire fonctionner un truc qui ne peut pas fonctionner. Vous voyez ce que je veux dire? Logiquement, c'est impossible. Donc vous mettez n'importe qui à la tête, vous mettriez M. Volcker à la tête de l'euro, il ne trouverait pas la solution non plus. Pourtant, c'était un remarquable banquier central. Maintenant, en ce qui concerne les taux d'intérêt, il faut dire une chose toute simple, si vous voulez, c'est que vous avez quand même dans le monde quelque chose qui s'appelle le coût du capital. Pour que le système fonctionne, il faut que ceux qui gaspillent du capital n'aient pas accès au capital, et que ceux qui ont une bonne rentabilité et accès à un capital à un coût raisonnable. Aujourd'hui, en offrant du capital à ceux qui le gaspillent, on maintient en vie des tas de sociétés qui ne devraient pas avoir d'argent. Ceux qui le gaspillent, qui sont ceux qui le gaspillent pour vous? Tous ceux qui ne rentrent pas, qui n'ont pas la rentabilité du capital nécessaire. C'est-à-dire, vous mettez qui derrière? Par exemple, aujourd'hui, la quasi-totalité, je ne sais pas, des États, par exemple, l'État italien emprunte à un taux qui est grotesque, qui n'a rien à voir avec la réalité, donc ils peuvent continuer à payer des gens. L'État français, si vous voulez que l'État français emprunte aujourd'hui à 1%. Oui, on emprunte à 1% sur 10 ans, oui. C'est à la limite du rigolo, quoi. Et donc, ce que j'essaie de dire, c'est que si vous faussez les prix, les taux d'intérêt et les taux de change, comme tous les prix dérivent de ces deux prix, eh bien, vous vous retrouvez dans un monde où il n'y a plus un seul prix de vrai. Et comme les chefs d'entreprise, le seul système d'information qu'ils ont, c'est les prix, ils savent très bien que les prix qu'on leur donne sont des faux prix. Et donc, ils cessent d'investir, ils cessent d'embaucher. Legendre, c'est compliqué parce qu'on se demande comment on va sortir de ces politiques conventionnelles et si un jour la Fed pourra relever ses taux. Parce que s'il y a un vrai retournement de conjoncture, et ben cette fois-ci, on sera plus en capacité de les baisser les taux. Il va y avoir une récession aux États-Unis, ça va être abominable. Je trouve la thèse de Charles extrêmement séduisante et je ne l'écoutais pas ou je ne le lisais pas quand il y a 6 ans
il faisait ce pronostic qui peut-être aujourd'hui se révèle exact. Néanmoins, il y a 6 ans, remettons-nous dans quelle situation nous étions extrêmement rassurés d'une stratégie des banques centrales qu'aujourd'hui ils dénoncent. C'est-à-dire qu'il y avait quand même le feu à la maison. Et s'il n'y avait pas eu cette stratégie des banques centrales, peut-être... Et c'est elle qui avait foutu le feu à la maison. Hein. Là, c'est elle qui avait foutu le feu à la maison avec, le système de système subprime. Bien sûr. Oui, bien sûr. Déficit de temps de parole dans cette deuxième moitié, dans cette deuxième période, on va dire. Mais c'est très facile, même si c'est fait avec talent, ce qui est votre cas, de reprendre l'histoire comme si on niait ce qui s'était passé il y a 6 ans. Néanmoins, moi, je rejoins Charles sur un point très précis. Il y a 2 crises aujourd'hui. Il y a une crise financière qui a explosé il y a 7 ans avec Lehman, avec la crise des subprimes l'année précédente, et qui est une crise de système, et dans lequel, en effet, les banques centrales ont eu une responsabilité dans son déclenchement et ont joué un rôle plutôt apaisant dans sa résolution immédiate, apaisant mais pas résolvant, pas guérisseur. Et puis il y a une deuxième crise qui vient rejoindre et qui se cale parfaitement avec le raisonnement de Charles Gave, qui est un affaiblissement structurel des moteurs de croissance dans les pays développés. Cette faiblesse structurelle de la croissance dans les pays développés, elle a été masquée pendant toute la période intermédiaire, c'est-à-dire pendant toute la période de résolution à chaud de la crise financière par les émergents et notamment par la Chine. C'est-à-dire que nous avons fait semblant de croire que la croissance pourrait redémarrer parce qu'en effet, la Chine jouait un rôle moteur qui permettait de masquer les faiblesses structurelles de la croissance des vieux pays. Europe, États-Unis pour faire simple, ou Amérique au sens large pour faire simple. Aujourd'hui, qu'est-ce qui se passe ? La Chine ralentit et donc apparaît en plein jour, et de ce point de vue-là, le constat de Charles est parfaitement juste sur la croissance américaine, le fait que même si la croissance américaine est plus forte que la croissance européenne, elle est faible, elle est structurellement faible. Je suis d'accord. Est-ce qu'elle n'est faible que pour la raison qu'indique Charles, à savoir la faiblesse des taux d'intérêt et la stratégie des banques centrales? Cela doit jouer un rôle par en effet l'impact que ça a sur l'utilisation et l'investissement dans le capital. Je crois qu'il y a d'autres facteurs, c'est-à-dire qu'on est en train de changer d'époque en termes de croissance, en termes de moteur de croissance, en termes de productivité. On ne le mesure pas bien. Toute la nouvelle économie est une nouvelle économie qui ne se cale pas dans les indicateurs traditionnels. Et en conséquence de ça, on a encore, et alors là je rejoins Charles, on a encore des stratégies de pilotage économique, banque centrale ou État, qui font comme si l'économie n'avait pas changé. Et du coup, en effet, on est en train de donner des coups d'épée dans... Il y a aussi un aspect étonnant, c'est que ces banques centrales qui étaient des instruments techniques et marqués par l'indépendance deviennent des objets politiques de plus en plus. Mais parce que les politiques sont nus. Les politiques sont impuissants. Elles occupent un terrain que les politiques ont laissé vacant. Jamais. Alors, je veux bien qu'il y ait eu effectivement des tendances comparables avec ce qu'on a vécu dans les années 30. On n'a quand même jamais vécu des politiques monétaires de ce type-là, quand même, Charles Gave. On n'a jamais vécu des bilans de banque centrale multipliés par 3 en l'espace de 7 ans. Ça fait 20 ans que le Japon le pratique avec beaucoup de mettre des taux d'intérêt à zéro, doubler la masse monétaire. On devrait être au 12e ou au 13e QE au Japon. Si, ça existe, vous ne vous y trompez pas, on a tout essayé, ça s'est fait il y a longtemps. Mais je voudrais revenir à un point. J'avais jamais vu ça à un niveau aussi planétaire, excusez-moi. Non, mais au planétaire, vous avez voir pas les taux devenir négatifs dans des quantités de parties du monde, c'est quand même des choses qui n'étaient pas courantes. Qui n'étaient pas courantes, tout à fait. Mais c'est simplement parce que les banquiers centraux... Moi, je pensais que les banquiers centraux étaient des gens sérieux et qui pouvaient imposer l'ordre à leurs États. Et puis ce qui s'est passé, si vous voulez, c'est qu'on a favorisé une espèce de concentration des banquiers sérieux. Ce qui maintenait ça paraît stupide ce que je veux dire, mais ce qui maintenait le système en ordre depuis toujours, c'était la Bundesbank. Parce que quand les Américains faisaient n'importe quoi, quand les Français faisaient n'importe quoi, il y avait la Bundesbank qui disait la loi en quelque sorte. Les gens se précipitaient sur le Deutsche Mark, les capitaux n'arrivaient plus pour les pays qui n'étaient pas sérieux. À partir du moment où vous avez réussi à coincer la Bundesbank à l'intérieur de l'euro, on est rentré dans un système où les politiques pouvaient enfin s'emparer de la monnaie
et faire n'importe quoi avec eux. Donc ne croyez pas une seconde que les politiques sont nuls. Leur but... Ils sont nus, on avait dit, hein, sont nus. Ils sont nus, car ils n'ont plus aujourd'hui de politique de relance budgétaire possible. Je ne pense pas qu'ils soient nuls, ou qu'ils soient nus. Je pense qu'ils ont simplement, ils avaient un programme tout à fait parfait de prendre le contrôle des banques centrales pour pouvoir enfin nationaliser la monnaie et faire n'importe quoi. Donc, s'imaginer, si vous voulez, l'euro, ça n'est que ça. L'euro, ça n'est qu'une tentative par les politiques de prendre le contrôle de la monnaie. Ça, si les politiques avaient le contrôle de la monnaie, notre chef de l'État rêverait de dévaluer notre monnaie, par exemple. Et aujourd'hui, il n'a plus quand même la possibilité, en tant que chef de l'État français, d'avoir... Je comprends pas ce que vous dites. Enfin, je vois pas en quoi les politiques, notamment en Europe, ont pris le contrôle de la Banque Centrale Européenne. Ça, je ne vois pas. Je n'en vois pas la Écoutez, vous m'avez dit vous-même, l'euro est un projet politique. Oui. Eh bien, très bien. À partir du moment où ce projet politique a un problème, la Banque centrale se couche. Elle est allée acheter des obligations italiennes alors qu'elle sait très bien qu'elles ne seront jamais remboursées. C'est pas les politiques qui lui ont dicté cette stratégie. Non, mais je sais pas qui lui a dicté, mais la Banque centrale a accepté ce projet politique. Oui, mais il y a bien un moment où on a été... C'est un projet politique. Attendez, mais ça c'est normal. La création du dollar était un projet politique aussi. Oui, mais le dollar correspond à une nation. L'Europe n'est pas une nation. Non, mais je vois bien derrière ce qui se passe, derrière ce que vous dites. Enfin, moi, je suis très passionné par ce que vous dites. En plus, j'apprends plein de choses. Mais si par le biais des déséquilibres actuels commence à s'instruire le procès de l'euro, alors là, en effet, on vient sur un débat politique. On ne peut pas en sortir. Il faudra l'avoir un jour ou l'autre, ce débat. Mais je ne sais pas quel est le politique qui pilote la Banque centrale, parce que, par exemple, il y a quand même des politiques en Allemagne qui ne sont pas du tout satisfaits de la politique menée par la BCE. Mais quand ils sont à la quand ils sont au Bundesrat ou au Bundestag, ils votent quand même aux 2 tiers à chaque fois pour. Donc, si vous voulez... Parce qu'on n'a pas voulu aller au clash. On n'a pas voulu aller au clash. Oui, personne n'a voulu aller au clash. Vous savez, l'euro, ce n'est qu'une ligne Maginot. Toute la classe dominante française était favorable à la ligne Maginot. Il y avait un homme qui s'y opposait, c'était De Gaulle, et puis c'est tout, quoi. On a terminé. Hein. La suppression de l'euro comme solution au déséquilibre structurel des économies européennes aujourd'hui, ça me paraît absolument un leurre. On ne résoudra pas ces problèmes sans un changement. En l'occurrence, on parlait de la Réserve fédérale américaine, du dollar qui correspond à une véritable nation et de l'incapacité pour cette banque centrale la plus grande du monde de trouver une exit stratégie. Personne ne sait véritablement. Si vous suivez une politique qui ne peut pas marcher, vous savez, c'est quand même très curieux. Tout le monde sait que ces politiques ne peuvent pas marcher. L'expérience le prouve, mais il y a une croyance quasiment religieuse qui est portée par des gens comme Krugman qui disent qu'il n'y a pas d'autre politique. C'est l'euro qui explique les erreurs de pilotage économique de la France depuis 20 ans ? Par exemple, le franc fort de M. Trichet. C'est pas le franc fort de M. Trichet, ça a créé la faillite du Crédit Lyonnais et 2 millions de chômeurs. Non, la faillite du Crédit Lyonnais, c'est la gestion aventureuse par ses dirigeants. On va pas aller jusqu'au franc fort. Le réel était à 7%. Stop, c'est fini. Merci Charles Gave et Gilles Legendre. En tout cas, le débat ne fait que commencer puisque la solution de sortie de ces politiques monétaires absolument incroyables sous lesquelles nous vivons désormais, personne ne sait véritablement à quoi ça va ressembler. On se retrouve dès demain à 9h et à suivre Intégral Placement.